Oh, toi, t'as encore passé le week-end en teuf et tu sais pas ce qui s'est passé dans le monde. C'est toujours la guerre. Tu vas Oui. pas me reprocher de profiter avant que ça vienne chez nous quand même. Oui, bah alors c'est déjà un peu là, parce que maintenant, figure-toi, on va payer l'essence 3 balles. Oh, Tu bah, pourras peut-être plus aller en teuf. Ah, et voilà. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le lundi 9 mars et bah oui, c'est toujours le chaos mondial. Depuis le déclenchement de la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, une opération menée évidemment au mépris total du droit international, et bah toute la région du Golfe Persique se retrouve aspirée dans le conflit. Les frappes du 28 février ont ouvert la boîte de Pandore. La riposte iranienne a suivi presque aussitôt avec des missiles visant Israël ainsi que plusieurs positions militaires occidentales dans la région. Ce week-end, l'escalade a pris une tournure spectaculaire à Téhéran. Des frappes israéliennes ont visé des dépôts de carburant et plusieurs infrastructures énergétiques. Les explosions ont déclenché d'immenses incendies visibles à travers toute la capitale pendant plusieurs heures. Des réservoirs de carburant ont pris feu, les installations étaient gravement endommagées et un épais nuage de fumée noire et toxique a recouvert une partie de la ville. Pendant ce temps, l'Iran a poursuivi ses tirs de missiles à travers Israël et a menacé de frapper également des installations pétrolières dans les pays du Golfe si les attaques continuaient. Cette situation au cœur de la région qui alimente une bonne partie de la planète en pétrole n'est évidemment pas sans conséquences sur l'économie de marché. Les frappes sur l'Iran, les attaques contre les infrastructures énergétiques et la quasi-paralysie du trafic dans le détroit d'Ormuz font craindre une rupture d'approvisionnement mondial au marché qui panique. Des pétroliers restent bloqués, certains producteurs du Golfe réduisent leur production. Et voilà, les marchés perdent pied. Résultat, depuis la semaine dernière, les prix à la pompe flambent. Le baril de brut s'est envolé au-dessus des $100 pour la première fois depuis plusieurs années, avec même des pointes proches de $120. En France, le prix du litre flirte largement avec les 2 € dans les stations-service et tout indique qu'il va continuer à augmenter dans les jours à venir. Donald Trump, lui, écoutez, il est fidèle à lui-même, il voit pas le problème. Voilà, sur son réseau social, il a qualifié cette flambée des prix de tout petit prix à payer pour la paix et la sécurité des États-Unis. Et du monde, quand même, voilà, il le précise. Alors, il promet également que le pétrole chuterait rapidement une fois la menace nucléaire iranienne détruite. Tiens donc, c'est bizarre, on croyait que le président américain n'agissait que pour libérer le peuple iranien. Les objectifs de guerre sont décidément toujours aussi flous. D'ailleurs, la cacophonie est de mise en ce qui concerne la durée de la guerre. Le 28 février, le président américain expliquait aux médias qu'il pouvait continuer longtemps et prendre le contrôle de tout, voire, je cite toujours, mettre fin en 2 ou 3 jours au conflit. Et puis le lendemain, devant le Daily Mail, il ramenait la durée à environ 1 mois, avant d'ajouter le surlendemain qu'il pouvait aller bien au-delà, je cite toujours. Puis il a évoqué qu'aucun accord ne serait possible, seulement une capitulation de l'Iran. Et enfin, ce dimanche 8 mars, Trump il annonce que la fin de la guerre ne pourra que venir d'une décision mutuelle avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, son grand allié. Ce qu'on comprend, c'est donc que dans l'esprit de Trump, cette guerre se fait à deux et qu'Israël ne prendra pas le relais seul, une fois que les États-Unis se seraient hypothétiquement retirés. Alors à voir, on n'est pas hyper convaincu, surtout quand on sait que Netanyahou profite déjà du chaos pour avancer ses pions et sa politique expansionniste, notamment au Liban. Alors de son côté, le secrétaire à la défense américaine n'est pas beaucoup plus clair que son patron. Lui aussi maintient une sorte de flou artistique en évoquant parfois 4 semaines, puis 2 ou encore 6 semaines de durée de guerre, voire plus. Il assure tout de même que l'Iran n'est pas l'Irak, mais confesse que, je cite, « Nous ne sommes qu'au début des combats ». Côté iranien, en revanche, on ne semble pas plus décidé à rendre les armes. Au contraire, les gardiens de la révolution se disent, eux, capables de tenir au moins 6 mois de guerre intense et affirment déjà avoir frappé plus de 200 cibles américaines et israéliennes dans la région. Hier également, un nouveau guide suprême a été nommé en Iran, Mojtaba Khamenei, 56 ans, proche des conservateurs et des gardiens de la révolution. Il succède à son père, Ali Khamenei, tué lors des frappes américano
américano-israélienne du 28 février. Israël a immédiatement qualifié le nouveau guide de cible et Donald Trump l'a traité de poids-plume, affirmant qu'il ne tiendrait pas sans son aval. Alors, vu la tournure des événements, on ne voit pas bien comment cette guerre pourrait se solder rapidement, si ce n'est à la suite d'un énième revirement de Donald Trump, qu'on sait désormais plus instable qu'un tonneau de pétrole posé sur une mèche. En revanche, ce qu'on sait, c'est quand même que la population américaine est majoritairement hostile à cette guerre. Moins d'un électeur sur deux soutient Trump dans son offensive contre l'Iran et jusqu'à 70% des citoyens se disent carrément contre l'offensive américano-israélienne au Moyen-Orient. Une large part des citoyens estiment même que l'Iran représenterait une menace mineure, voire même qu'elle n'en est pas une du tout, ce qui fragilise encore plus la justification du conflit. Et les premières pertes américaines ne risquent pas d'arranger les choses. On le précise, à ce jour, l'US Army a annoncé 7 décès dans les rangs de ses militaires. Une scène marquante a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux la semaine dernière. Mercredi 4 mars, Brian McGuinness, un vétéran de la marine américaine et également candidat du Parti vert, a été expulsé d'une audience du Sénat pour avoir protesté contre la guerre en Iran. Accroché à une porte, il criait que personne ne veut se battre pour Israël. Alors malgré l'opposition populaire et la protestation de figures comme Brian McGuinness, le Sénat américain a pourtant rejeté le même jour où il s'est fait expulser, une résolution démocrate visant à limiter les pouvoirs de Donald Trump dans cette guerre contre l'Iran. La majorité républicaine du Sénat, fidèle à Trump, a préféré lui laisser les mains libres pour continuer ses frappes, illégales, rappelons-le quand même, au Moyen-Orient, montrant à quel point la voix des citoyens peut parfois se heurter aux réalités du pouvoir. Pour autant, même dans le camp républicain, la contestation commence à couver. Des poids lourds du parti ont quitté les rangs pour critiquer ouvertement l'offensive accusant Donald Trump d'avoir notamment trahi ses électeurs, à commencer par le sénateur Rand Paul, le seul à avoir voté la fameuse résolution démocrate pour limiter les pouvoirs de Trump. Sur Fox News, ce dernier a déclaré « L'Amérique est en guerre, mais les Américains ne veulent pas de cette guerre, ils n'ont pas voté pour. En fait, ils ont voté pour exactement le contraire. » Même son de cloche rapporté par Thomas Massie, un élu du Congrès, toujours républicain. Lui, il pointe le décalage entre la politique de Trump et les attentes de ses électeurs. Je le cite, « Dans ma circonscription, les familles américaines se demandent en quoi ça va les aider à payer leurs factures. » D'autres élus ont également signalé que leur soutien pourrait s'affaiblir si la guerre s'éternisait. Alors il semble effectivement assez lointain le temps où le candidat Trump martelait America First, l'Amérique d'abord, à toutes les occasions pour se faire élire. Maintenant qu'il est aux manettes, la chanson est un tantinet différente. Même les supporters MAGA les plus emblématiques ne ferment plus les yeux. C'est le cas de Tucker Carlson, célèbre podcasteur pro-Trump, qui a déclaré, je cite, « Ce n'est pas la guerre des États-Unis, rien ne menaçait notre sécurité. » Chez Nick Fuentes, également podcasteur, mais lui est antisémite et suprémaciste notoire, toujours pro-Trump évidemment, cet épisode marquerait carrément la rupture entre lui et Trump. Il a été jusqu'à affirmer qu'il votera démocrate en novembre prochain. Alors, on passera évidemment sur la pensée politique rabougrie de ce type particulièrement infréquentable. En revanche, il pointe un événement important, à savoir les élections de novembre prochain, les midterms, comme on les appelle dans le jargon. Tous les 2 ans, les citoyens américains sont invités aux urnes. Ce scrutin est souvent vu comme un baromètre de la popularité du président en exercice. Concrètement, c'est le moment où le Congrès peut basculer et décider si le président pourra continuer à gouverner à sa guise ou se retrouvera coincé dans un Parlement qui lui met des bâtons dans les roues. Aucune ressemblance avec la France, évidemment. Alors, on en parlait sur le plateau du côté de chez Sam. C'est notre émission dédiée à l'actualité outre-Atlantique. C'était ce week-end. Je vous propose d'écouter. C'est très important parce que c'est toujours au milieu du mandat présidentiel, donc qui dure 4 ans. Et donc, c'est au bout de 2 ans. Donc là, il a été élu en 2024. Et donc, ces élections vont avoir lieu en novembre 2026. Et c'est des élections, encore une fois, qui touchent les 2 chambres. Donc, c'est important parce que là, il y a un enjeu très clair pour les démocrates de
renverser la majorité au Congrès et de reprendre le Sénat. Il y a des grandes divisions au sein du camp républicain et au sein du camp démocrate, ça c'est très vrai. Par contre, dans la population américaine, il n'y a pas de division. Donc il y a une grande opposition entre la démocratie représentative aux États-Unis, le Sénat, le Congrès, puisque les Américains pensent. Les Américains pensent, dans les sondages que l'on a, c'est en général 60-70% des Américains qui vous disent « nous on est contre cette guerre ». Alors plus tu es à gauche, plus tu es contre, plus tu es à droite, moins tu es contre, mais même dans le camp républicain, c'est ça qui est incroyable, c'est que même dans le camp républicain, ils sont 55% à dire qu'ils sont pour cette guerre, et la moitié d'entre eux te disent « nous, si ça dure trop longtemps et s'il y a des morts américains, on sera contre ». Donc il y a vraiment une uniformité de pensée finalement dans le peuple américain. Le peuple américain est vraiment en large et en grande partie contre cette guerre, contrairement aux deux partis qui là se divisent. Et vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de cette émission sur notre chaîne YouTube. Donald Trump avait promis qu'il serait un homme de paix pendant sa campagne et qu'il mettrait fin aux guerres, notamment à Gaza ou en Ukraine. D'ailleurs, pour cette dernière, il s'était même engagé, on le rappelle, à résoudre le problème en 24 heures. Bon, on a vu ce que ça donnait, sans parler de l'arnaque magistrale de son plan de paix à Gaza, évidemment, sur lequel on est largement revenu. Avec Trump, on commence à le savoir, tout n'est que mensonge, pognon et démonstration de force souvent illégale. Rien que l'année passée, il a bombardé 7 pays. Il ne sera donc évidemment jamais un homme de paix. Il peut oublier le Nobel. Sa seule diplomatie est celle des muscles. Et la France, dans tout ça... Bah oui, après tout, on sait quand même que Emmanuel Macron est toujours très préoccupé par l'international, obsédé par l'idée de marquer l'histoire. Bon, bah là, c'est son moment. Et ben non, sur ce coup-là raté, personne n'a pensé à lui passer un coup de fil. C'est ce qu'il a déclaré dès le 28 février. La France n'a été ni prévenue ni impliquée, tout comme d'ailleurs l'ensemble des pays de la région et nos alliés. Ah oui, on sent que ça lui est un petit peu resté en travers de la gorge, quand même. Du coup, 2 jours plus tard, il a voulu montrer que lui aussi, il en avait dans le pantalon. Du Falcon du président de la République. Escorté par 4 rafales. En direction de l'île Longue dans le Finistère, escorté par 4 rafales. Le président doit s'exprimer dans un peu plus d'1 heure maintenant. Ça dit des choses. Ça dit des choses d'un pays... Presque en guerre, Didier François, vous diriez ça ? C'est la première fois que je vois ça. Ah oui, je sais. Ah bah ça en jette. Bon, alors maintenant qu'on s'est un peu foutu de lui, je vous la fais courte. Depuis les premiers bombardements en Iran, Macron a condamné l'offensive des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Il a même fait les gros yeux en disant que c'était très important de respecter le droit international et la diplomatie. Bon, ça n'a rien changé, mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, quand même, Trump et Netanyahou, ils étaient comme ça. Mais bon, comme c'est quand même un bon pote, il a déployé des moyens militaires dans le secteur, le Charles de Gaulle, son sous-marin nucléaire, ses frégates, ses rafales et tous les machins anti-drones qui vont avec. À cette heure-ci, la Méditerranée, c'est plus bouché que le périph' parisien à 18h. Alors nous, on nous dit que tout ce matos-là, il servira qu'à se défendre, il n'y a pas de faire d'attaque, histoire d'être quand même en mesure d'attaquer à un moment. Emmanuel Macron a aussi annoncé qu'il allait augmenter l'arsenal nucléaire français. Parce qu'il ne faut quand même pas déconner, on y tient à notre gros bouton rouge et aux gros dégâts qui vont avec. Et puis sinon, aujourd'hui, notre VRP de la paix à nous, il est parti à Chypre, l'île européenne la plus proche du conflit, où une base militaire britannique a été d'ailleurs ciblée par des drones attribués à des groupes liés à l'Iran il y a quelques jours. En gros, il vient montrer que la France n'est pas complètement larguée dans ce conflit et qu'une attaque contre Chypre, c'est une attaque contre l'Europe tout entière. Alors, on se serre les coudes. Bon, alors même si il nous clame que la France ne s'engagera pas dans le conflit, le président français a quand même annoncé une mission navale pacifique visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à escorter les navires après la sortie de la phase la plus chaude du conflit au Moyen-Orient, afin de permettre un peu plus facilement la circulation du pétrole et du gaz. Nous sommes en train de mettre en place, et nous l'avons évoqué à l'instant aussi, une mission purement défensive, purement d'accompagnement, qui doit se préparer avec des États européens et non européens et qui a vocation à permettre, dès que cela sera possible, après la sortie de la phase la plus chaude du conflit, qui permettra l'escorte de porte-conteneurs et de tankers pour réouvrir progressivement
le détroit d'Ormuz, qui est essentiel au commerce international, mais également à la circulation du gaz et du pétrole qui doivent pouvoir sortir à nouveau de cette région. Bon, si vous voulez une image du truc, c'est un peu comme les personnes en gilet jaune qui aident les enfants à traverser la route près des écoles. Voilà, c'est ça qu'il veut faire. Et puis, à côté de ça, Macron passe des coups de fil. Voilà, ça, c'est ce qu'on sait. On l'a appris au président iranien, à Netanyahou. Enfin bref, tout le monde y a le droit. On ne sait pas trop ce que ça donne. On aura peut-être des nouvelles bientôt. Mais en tout cas, jusqu'ici, on en est là. En attendant que Manu Mac vienne sauver la planète, les bombes, elles continuent à tomber. Après 10 jours de conflit, l'Iran déplore déjà plus de 1200 morts et 10 000 blessés, selon son ministère de la Santé. Au Liban, où les combats avec le Hezbollah ont repris, près de 400 victimes ont été recensées à ce jour. En Israël, les attaques ont fait une dizaine de morts, civils et militaires confondus. Et du côté américain, 7 soldats ont déjà perdu la vie, on l'a dit. Pendant que les dirigeants discutent chiffres et stratégies, les populations, elles paient le prix fort de la guerre. On notera quand même que dans le concert des puissances mondiales, très rares sont les voix qui osent s'élever contre la guerre et prendre de réelles mesures, à l'exception notable de l'Espagne, dont je pourrais peut-être bien vous parler demain. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission, ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, vous le savez, sans vous, pas de récap et pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en Indé, dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent courageusement la bataille de l'info. Mais pour continuer, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer. Abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet. Et d'ailleurs, depuis quelques jours, grande nouvelle, en plus de Free, Molotov, YouTube et notre site, retrouvez le média sur la télé d'Orange, canal 235. Après le Venezuela et l'Iran, Donald Trump semble avoir déjà trouvé sa future cible. Ainsi, samedi 7 mars dernier, le président américain a promis que, je cite, Cuba vivait ses dernières heures et a prédit un grand changement. Pour mettre sa menace à exécution, le locataire de la Maison-Blanche entend nouer une coalition militaire avec quelques-uns de ses alliés latino-américains réunis ce week-end à Miami. Un accord pourrait être conclu très facilement avec Cuba, estime Donald Trump, qui pense que l'île est à bout de souffle. En effet, l'île fait face à une grave crise économique et énergétique du fait de l'embargo américain et de la fin de l'approvisionnement en pétrole en provenance du Venezuela. La réaction du président cubain, Miguel Díaz-Canel, ne s'est pas fait attendre, qualifiant le sommet de néocolonial. Et hier, c'était le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Près de 200 000 personnes étaient rassemblées dans la rue, dont 130 000 à Paris, pour manifester et rappeler le triste décompte des féminicides en France. Il y a une augmentation grandissante de ce chiffre de féminicide. C'est pas simplement des chiffres, c'est des personnes. Quand on est féministe, on est forcément antifasciste. Il y a une augmentation grandissante de ce chiffre de féminicide et ça, c'est les résultats d'une politique qui refuse de prendre en compte l'urgence de la protection des droits des femmes, ne la considère qu'à des fins réactionnaires et racistes. Le viol, c'est fait par des hommes ordinaires, c'est des hommes de toutes les classes, de toutes les couleurs de peau, de tous les horizons. C'est important de le rappeler avec les récupérations qu'il y a par l'extrême droite de nos luttes aussi. Un reportage complet de nos équipes est évidemment à retrouver sur la chaîne du Média. Et en parallèle, l'extrême droite a évidemment bel et bien tenté d'infiltrer le cortège. Dans les rues de Paris, le cortège féministe a été perturbé par la présence du collectif pro-Israël Nous Vivrons. Plusieurs membres du PS proches de la mairie de Paris, comme Jérôme Guedj ou Karen Tayeb, étaient présents à leur côté. Protégées par des cordons de CRS, les militantes du collectif proche de l'extrême droite et pro-Netanyahou ont tenté de s'introduire dans la marche contre la volonté des collectifs organisateurs.
Le cortège parisien a finalement réussi à empêcher le retour de Nous vivrons dans la marche après plusieurs heures de blocage, comme on le voit sur ces images floutées publiées sur X par Révolution Permanente. Contrairement à son habitude, le collectif d'extrême droite Némésis n'a pas cherché à s'imposer dans la manifestation féministe du 8 mars. Un rassemblement s'est en revanche tenu dans le 16e arrondissement avec le soutien d'élus RN. La députée européenne Marion Maréchal Le Pen, le candidat RN à la mairie de Paris Thierry Mariani et la députée apparentée RN Anne Sicard sont notamment apparus à leur côté. L'objectif de ce contre-rassemblement pour le mouvement, se faire connaître et instrumentaliser encore et toujours cette journée au profit de leurs idées racistes. Peu de propos pour la défense des femmes, mais la gauche et les étrangers ont été très largement ciblés à chaque prise de parole. Ce lundi, les 27 pays de l'Union européenne ont entériné un durcissement radical de la politique migratoire du continent. Les ministres de l'Intérieur des États membres de l'UE se sont prononcés en faveur de 3 textes intitulés « Règlement retour ». Ce corpus doit permettre d'augmenter le nombre d'expulsions de ressortissants en séjour irrégulier. En pratique, il s'agira de renforcer les dispositifs répressifs contre les populations en exil et les politiques d'expulsion sur tout le continent. Ces textes permettront notamment d'ouvrir des hubs de retour, c'est-à-dire des centres en dehors des frontières de l'UE, pour y envoyer les migrants dont la demande d'asile aura été rejetée. Ceux qui refuseront de quitter le territoire européen seront sanctionnés plus durement via des périodes de détention plus longues et pourront être renvoyés vers des pays dont ils ne sont pas originaires. En bonus, les policiers des pays membres n'auront plus besoin de mandat pour s'introduire dans les locaux d'une association ou sur un domicile privé pour traquer des personnes exilées en situation irrégulière. Le règlement encourage aussi les pays à enrichir un fichage de toute personne exilée au sein de l'UE. Les données personnelles liées à la santé ou au casier judiciaire des personnes exilées seront centralisées à l'échelle européenne. Toutes ces opérations seront évidemment assurées grâce à un renforcement du budget de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Plus de 250 organisations européennes ont exprimé leurs inquiétudes vis-à-vis de ces mesures qui bénéficient du net soutien de la droite et de l'extrême droite. Les associations de protection de migrants y voient de nombreuses violations des droits humains. Pour sceller l'adoption de ces mesures, un vote au Parlement aura lieu dans la semaine. Nous vous tiendrons évidemment informés de son évolution sur le média. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner aux médias ou de faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi, et ça ne coûte rien, parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup. Et puis pour retrouver l'ensemble de nos programmes, direction Free, canal 165, Orange, canal 235. Vous pouvez aussi aller sur Molotov, sur notre site internet, ainsi que sur YouTube, avec nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Merci, très bonne soirée sur Le Média.